Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je crois que ma famille joue la comédie. Je suis marié à Sophie, mon épouse depuis 15 ans. Nous avons 2 enfants, Charles 10 ans et Hélène 8 ans. J'ai toujours imaginé que nous étions la famille parfaite. Une belle maison spacieuse dans un beau quartier. Peu de disputes, des enfants bien élevés et en bonne santé avec de bonnes notes. Tout semblait parfait. Mais dernièrement, j'ai remarqué des choses qui m'ont fait remettre en question tout ce qui se passait dans ma vie. Mais commençons par le commencement. J'ai toujours été un bourreau de travail. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu une moyenne de 300 jours de travail par an. Je passe plus de temps dans les aéroports qu'avec ma propre famille. Il est donc normal que les choses changent lorsque je me retrouve soudain coincé à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça que j'essayais de justifier cette bizarrerie. Je n'ai pratiquement pas passé un week-end entier avec ma famille depuis des années. Il va falloir du temps pour s'habituer à ce que je traîne ici en permanence. Il y a quelques mois, j'ai subi une grave blessure au cou dans le cadre de mon travail, ce qui m'a valu d'être hospitalisé pendant 2 bonnes semaines. Je vais à peu près bien maintenant, mais en raison de la nature de la fracture, je dois encore porter une minerve pour me stabiliser. Et il me faudra au moins 2 mois avant d'être prêt à travailler de nouveau. Je passe donc mes journées à errer dans la maison, ne sachant pas trop quoi faire de moi-même. Ma femme est une mère au foyer. Elle est l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une sortie d'entreprise il y a 17 ans et nous nous sommes immédiatement entendus. Très vite, nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants, enfin vous connaissez la chanson. Elle a quitté l'entreprise à la naissance de Charles et je gagnais assez pour nous deux, alors j'étais heureux de l'avoir heureuse à la maison. Mais maintenant, les choses sont différentes. Je ne sais pas si elle est encore heureuse. Elle sourit toujours, elle rit toujours, mais c'est tellement dépourvu d'émotion. C'est forcé même. Et elle sort en cachette quand elle pense que je fais la sieste. Au début, je pensais qu'elle avait une liaison ou quelque chose comme ça, mais je n'en suis plus sûr. Mes enfants sont bizarres avec moi. Charles ne me regarde pas dans les yeux et Hélène semble m'éviter à tout prix. Les premières semaines, j'ai fait comme si de rien n'était. Ils avaient juste peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais le temps n'a pas aidé. Le temps n'a fait qu'empirer les choses. Ma femme continue de les envoyer chez ses parents tous les week-ends. Ils s'y plaisent, dit-elle. En plus de ça, elle les laisse dormir chez leurs amis trop souvent, même les soirs d'école. J'ai essayé de fixer des limites, mais ma femme n'en tient pas compte. C'est elle qui les connaît le mieux, dit-elle. On ne peut pas dire le contraire. La nuit, quand elle pense que je dors, ma femme sort du lit et passe un coup de fil. Un seul. Elle s'absente pendant environ 30 minutes avant de retourner au lit. J'ai essayé de me glisser derrière elle, mais je n'arrive jamais à m'approcher suffisamment pour l'écouter. J'obtiens quelques mots et quelques phrases, mais rien qui n'ait de sens. Elle a l'air visiblement bouleversée, c'est ce que j'ai compris. Les premières fois, je l'ai confrontée à ce sujet, mais elle m'a simplement dit que c'était une de ses amies qui avait besoin d'un conseil. Je n'ai pas voulu aller trop loin, à cause de la façon dont elle me regardait. Des yeux froids et sans émotion. Je tremble à l'idée d'y penser.
J'ai essayé de conduire mes enfants à leur entraînement de football et à la gymnastique 2 fois par semaine, dans l'espoir d'entamer une conversation. Ils semblaient vraiment contrariés à l'idée que je les emmène quelque part. Et ma femme a désespérément essayé de me faire changer d'avis, mais j'ai insisté. J'ai arrêté de les emmener au bout d'une semaine. Leur regard m'a tout simplement fait peur. C'était comme si ma seule présence les mettait tellement mal à l'aise qu'elle provoquait presque des crises de panique chez eux. Je ne savais plus où donner de la tête. La nuit, éveillé, mon esprit commençait à dériver. J'ai toujours dit en plaisantant que je passais tellement de temps loin de ma famille qu'il pourrait facilement être remplacé et que je ne m'en apercevrais presque pas. C'est alors que je me suis souvenu de l'incident Charles. Je me suis redressé dans mon lit, en sueur. L'incident Charles. Lorsque Charles avait 2 ans, quelques mois avant la naissance d'Hélène, j'avais passé des mois entiers à travailler sans rentrer à la maison. Lorsque je suis enfin rentré chez moi pour un long week-end bien mérité, ma femme et mon fils m'ont accueilli à l'aéroport. Mais ce n'était pas mon fils. Je ne l'ai pas du tout reconnu. Je suis resté figé pendant de longues minutes avant que ma femme, qui avait l'air assez troublée, ne me sorte de ma torpeur. Elle m'a ordonné de prendre mon fils dans mes bras. Je l'ai pris et je l'ai regardé fixement. Il ne me semblait pas du tout familier. À ce moment-là, je commençais à me sentir mal, comme si j'avais envie de vomir ou quelque chose du genre. Je ne comprenais pas pourquoi je ne le reconnaissais pas. De retour à la maison, j'ai tout raconté à ma femme. Elle m'a dit que c'était parce que j'avais passé trop de temps loin d'eux. Les enfants de cet âge grandissent et changent à un rythme fou, m'a-t-elle expliqué. J'ai mis des semaines à l'accepter, mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'agissais comme un fou et j'ai repris le cours de ma vie. L'idée de l'incident de Charles a réveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à repenser à d'autres choses étranges, apparemment inexplicables, comme le fait que je n'étais pas présent lorsque ma femme a donné naissance à l'un des enfants. Je n'ai pas été très présent pendant le dernier trimestre de ses grossesses. Je n'ai jamais rencontré aucun membre de sa famille, à l'exception de ses parents, qui ont toujours été très étranges avec moi. J'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées rien qu'en y pensant. Les 17 dernières années de ma vie étaient-elles un mensonge ? Cela semblait impossible, mais en même temps, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. La seule chose dont j'étais certain, c'est que je devais aller au fond des choses. Sinon, j'avais peur de perdre la tête. J'ai commencé à prêter plus d'attention à chaque détail qui se passait dans la maison. Chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque mouvement, chaque petit détail qui pouvait expliquer ce qui se passait. Il y avait toujours quelque chose qui n'avait pas de sens. Une toute petite chose qui attirait mon attention. Par exemple, la façon dont ma famille semble toujours parler dans un ordre parfait, comme s'ils lisaient un script. Autre exemple, ils semblent toujours savoir qui va arriver dans l'allée quelques instants avant que cette personne n'arrive, comme s'il s'agissait d'une mise en scène élaborée tout autour de moi. Je devenais de plus en plus paranoïaque, et je pense qu'ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec moi. C'est alors que ma femme m'a envoyé en thérapie. Elle m'a dit que j'en avais besoin, que j'agissais différemment depuis que j'étais rentré à la maison. Comme si tout était de ma faute. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais probablement un peu anxieux
parce que je n'avais pas l'habitude de vivre ici, mais elle n'a rien voulu entendre. Ma première séance s'est déroulée comme je le soupçonnais. Le thérapeute essayait désespérément de me faire douter de moi-même et de mes motivations. Je n'ai rien partagé avec lui. Je ne pouvais tout simplement pas lui faire confiance. Peut-être était-il dans le coup? Peut-être essayait-il de m'étiqueter comme un fou? De m'enfermer dans un asile de fous? Dans quel but? Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas me permettre d'étaler mes soupçons tout de suite. Il me fallait des preuves. J'ai dit à ma femme que tout s'était bien passé et que je comprenais que j'y allais peut-être un peu fort. J'ai promis d'y aller plus doucement et de ne forcer personne. Je laisserai faire tout le monde et j'apprendrai au fur et à mesure à m'intégrer. Enfin, tout ça, c'est du pipeau. Elle a souri d'un de ses faux sourires évidents et m'a serré froidement dans ses bras. Elle était si contente, m'a-t-elle dit. « J'allais m'améliorer en un rien de temps, » disait-elle. « Mais oui, c'est ça, cause toujours. » Je me suis rendu compte que je n'avais pas abordé la question sous le bon angle. Je n'aurais pas dû donner mes soupçons si facilement. J'aurais plutôt dû suivre la seule piste qu'ils ne pouvaient pas cacher. L'argent. S'ils étaient vraiment des acteurs, ils devaient être payés, non? Et il devait bien y avoir une preuve de transaction quelque part. Même s'ils étaient payés en liquide, je pourrais peut-être les suivre et les prendre sur le fait. Ouais, c'était une bonne idée. J'ai passé des jours sans dormir, à éplucher les relevés bancaires, les reçus, le GPS de la voiture, sans parvenir à rien. Tout semblait aller pour le mieux. Rien ne sortait de l'ordinaire. Je m'arrachais les cheveux de désespoir quand le destin s'en est mêlé et qu'ils ont fait une erreur. Une toute petite erreur. Ils auraient pu facilement s'en tirer si je n'étais pas déjà dans un état de conscience total. Un matin, ma femme préparait les enfants pour l'école. Tout était normal. Après avoir pris le petit déjeuner, ma femme les a emmenés dans la voiture. En hâte. Avec le bon vieux, on va être en retard à l'école. Mais il y avait un petit détail qui clochait. L'école était fermée ce jour-là. Ma femme ne le savait pas, mais j'avais consulté tous les documents qui me tombaient sous la main, dont le calendrier scolaire. Et ce jour-là, comble du hasard, elle était bel et bien fermée. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé un tel sentiment. C'est un mélange de soulagement total et de dévastation totale à la fois. Me prouver que je n'étais pas fou, mais en même temps réaliser que ma vie n'était qu'un mensonge. J'ai su alors à ce moment-là que la journée allait être très très longue. Non seulement ma femme ne s'est pas rendue compte que l'école était fermée, mais elle a aussi oublié son sac à main. J'en ai donc profité pour faire des fouilles et j'y ai trouvé la seule chose que je cherchais depuis quelques jours. Un bulletin de paye. Le bulletin de paye n'était pas libellé à son nom, ou du moins au nom que je lui connaissais. Il était libellé au nom de Mélanie Rimbaud. Mais ce n'est pas ce petit détail qui m'a déconcerté. C'était autre chose. Quelque chose d'extrêmement troublant. Quelque chose d'impossible. C'était le nom de l'employeur. C'était moi. L'employeur, c'était moi. Une fois le choc initial dissipé, je me suis assis sur le canapé en serrant le chèque de paie. J'étais peut-être un peu déséquilibré, me suis-je dit. Après tout, il y avait encore des façons d'expliquer ce qui s'était passé. Les enfants auraient pu changer d'école. Comment le saurais-je, n'est-ce pas? Le chèque de paie pouvait être un paiement pour une affaire liée à l'entreprise que ma femme avait trouvée et qu'elle avait juste oublié de poster. Toutes ces explications sont crédibles. J'ai bâillé de fatigue, je devrais peut-être dormir un peu.
J'allais fermer les yeux lorsque la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Je soupirai profondément en m'avançant vers la porte. Mon niveau d'énergie était dangereusement bas, et mon esprit vagabondait dans tous les sens. Je ne pouvais vraiment pas tenir une conversation dans cet état, alors j'espérais que ce n'était que des gamins qui me faisaient une farce ou quelque chose comme ça. J'ai ouvert la porte avec hésitation, et j'ai été accueilli par le sourire le plus effrayant que j'ai jamais vu. « Bonjour. » a dit le vieux facteur. « J'ai un paquet pour vous. » Je suis resté là à cligner des yeux pendant ce qui a dû être 10 secondes. L'expression étrange de son visage m'a tellement troublé. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'a pas eu l'air de broncher alors que je devais rester là à le fixer comme un fou. Il a continué à afficher son sourire en coin, comme s'il s'agissait d'une sorte de concours. J'ai fini par me risquer. « Vous êtes sûr ?» Il m'a tendu une boîte carrée, enveloppée dans du papier brun. Il a pointé du doigt l'étiquette qui se trouvait dessus. « C'est bien votre nom ?» a-t-il demandé. J'ai lu l'étiquette, ça ressemblait bien à mon nom. « Oui, mais je n'ai pas... » J'ai commencé, mais l'intensité croissante de son sourire m'a déconcerté. J'ai saisi le paquet rapidement et j'ai fait un pas en arrière, signalant que la transaction était terminée. Il resta figé, souriant toujours comme une poupée de démon meurtrière. « Les mensonges sont devenus les vérités, et les vérités sont devenues les mensonges, n'est-ce pas ?» dit-il au moment où je m'apprêtais à fermer la porte. « Pardon ?» demandai-je alors de manière rhétorique. « Eh bien, tu vas finir par t'y faire. » dit-il avec joie. « Dis bonjour à la dame de ma part. »« Ok, si vous voulez, » ai-je dit sans émotion en claquant la porte au nez de cet homme effrayant. J'ai immédiatement couru vers la fenêtre du salon, observant attentivement les moindres mouvements de l'inconnu. Il est resté près de la porte pendant une bonne minute, avant de se retourner d'un coup et d'arpenter la rue d'un pas pressé. Je secouai la tête en signe de frustration. J'avais l'impression d'être entré dans un épisode de la 4e dimension. Tout semblait un peu trop absurde pour être réel. J'ai posé délicatement la boîte sur la table du salon. Elle était légère et de la taille d'une boîte, de taille moyenne, je suppose. Je l'ai regardée avec méfiance, en pensant à toutes les choses bizarres qu'elle pouvait contenir. Une tête coupée ? Bien sûr, mais il y aurait du sang ou quelque chose comme ça, non ? Pas si elle était emballée dans du plastique. Une bombe ? Ce serait trop banal. Une sorte de casse-tête élaboré que je mettrais des jours à résoudre ? C'est ce qui me semble le plus probable. J'ai fait les 100 pas autour de la table. Je savais que je devais l'ouvrir à un moment ou à un autre. Il n'y avait donc aucune raison d'attendre. Je l'ai déballé délicatement et j'ai ouvert le couvercle avec le plus grand soin. J'ai étudié le contenu avec ce que j'imagine être une expression perplexe sur mon visage. Il n'y avait qu'une photo. Rien d'autre. J'ai retourné la boîte et je l'ai secouée plusieurs fois, mais en vain. C'était tout ce qu'il y avait dedans. Une enveloppe aurait sûrement suffi. J'ai regardé la photo. C'était une photo assez récente de ma femme et de mes enfants, où ma femme se tenait derrière eux, les mains posées sur leurs épaules. Il s'agit manifestement d'un travail de professionnel. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? Était-ce une menace ? Était-ce un cadeau ? Je me suis rassis sur le canapé, examinant la photo sous tous les angles. Il devait y avoir quelque chose de spécial dessus. Il devait certainement y avoir une signification plus profonde. Rien d'autre n'avait de sens pour moi à ce moment-là. Je ne devenais pas fou, je le savais, mais n'est-ce pas exactement ce que dirait un fou ? Finalement, mon esprit s'est emballé et j'ai essayé de me rendormir. Je me suis réveillé dans l'obscurité. J'ai dû dormir toute la journée. Je me suis levé du canapé en bâillant et je me suis traîné jusqu'à la cuisine pour aller chercher de l'eau. C'est alors que j'ai compris. Pourquoi ma femme ou mes enfants ne m'ont-ils pas réveillé quand ils sont rentrés à la maison ? Je me suis gargarisé d'eau en réfléchissant. Je me suis ensuite dirigé vers la fenêtre la plus proche
et j'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée. Je me suis alors souvenu de la photo. S'agissait-il d'une menace depuis le début ? Était-il en danger ? Sans réfléchir, j'ai grimpé les escaliers et j'ai ouvert la porte de la chambre de Charles. Elle était vide. La chambre d'Hélène, vide. Notre chambre maritale, vide. Je sentais mon cœur s'emballer et mon esprit revenait sans cesse sur l'étrange facteur. Et son sourire. Ce sourire complice et effrayant. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Le mensonge est devenu la vérité, et la vérité est devenue le mensonge ? Était-ce une sorte de menace voilée ? A-t-il enlevé ma famille ? Ou bien sait-il qui l'a fait ? Était-il vraiment en danger ? Je me suis assis sur le lit, incapable d'enchaîner des pensées compréhensibles. J'ai ressenti un détachement de la réalité que je n'aurais jamais cru possible, comme un sentiment de confusion totale et de désespoir combiné. Comme si je n'existais pas, ou que le monde autour de moi n'existait pas, ou les deux. Sans rien de tangible à l'exception d'un facteur qui n'en était probablement pas un, et d'une photo prise par un photographe anonyme, je savais que je n'étais absolument pas capable de résoudre ce problème. Mais attendez. Il y a quelque chose qui m'est sorti de l'esprit. Mélanie Rimbaud. Je me suis dépêché de descendre et j'ai découvert le chèque de paie froissé dans les interstices du canapé. Je l'ai apporté sur le comptoir de la cuisine et l'ai étudié attentivement. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, mais il y avait une adresse. Je l'ai consultée rapidement sur Internet et elle était apparemment enregistrée au nom d'une sorte de cabinet d'avocats du centre-ville. Le cabinet Olivier et Karine. Il n'y avait qu'un seul numéro de téléphone inscrit sur leur information. Alors sans attendre, je l'ai tapé et j'ai appuyé sur le bouton composé. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un décroche. C'était le milieu de la nuit, après tout, et même si par miracle j'arrivais à joindre quelqu'un, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais lui demander. Je fus donc pris au dépourvu lorsqu'une douce voix féminine répondit soudain. « Vous êtes bien au cabinet d'avocats Olivier et Karine. Julie à l'appareil. En quoi puis-je vous aider ?» Ma voix m'a fait défaut. J'ai essayé d'aligner des mots qui avaient un sens, mais j'ai échoué lamentablement. J'ai envisagé de raccrocher, mais au lieu de cela, je suis resté en ligne, respirant bruyamment. « Stéphane ?» murmure la femme à voix basse. « C'est toi ?» J'ai senti un frisson froid remonter le long de ma colonne vertébrale, mais je n'ai pas su mettre le doigt sur la raison de ce frisson. Mon nom n'était pas Stéphane, mais il me semblait si familier, comme s'il faisait partie de moi, ou qu'il avait fait partie de moi. « Non !» dis-je finalement. « Je ne suis pas Stéphane, je cherche Mélanie Rimbaud. » Silence total. Je ne pouvais même pas entendre si la femme à l'autre bout du fil respirait encore. Je lui ai demandé « Allô, vous êtes toujours là ?»« Je suis désolée, » dit-elle, la voix tremblante. « Il n'y a actuellement personne avec ce nom ici. » La formulation particulière m'a rendu curieux. Actuellement ? D'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, commençai-je ? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. Au revoir. Elle a raccroché. J'ai essayé d'appeler à nouveau, encore et encore, mais aucune réponse. J'ai frappé ma tête sur le comptoir de la cuisine à plusieurs reprises, et j'ai poussé des cris que l'on peut qualifier d'hystériques. J'étais en train de perdre la tête. J'ai jeté mon téléphone contre le mur, les morceaux s'envolant comme des confettis coûteux. J'ai poussé un profond soupir. Il n'y avait rien d'autre, rien ne me venait à l'esprit. J'ai pensé à aller jusqu'au cabinet de Olivier et Karine, frapper à leur porte ou quelque chose comme ça, mais dans quel but ? Je ne savais même pas s'ils avaient quelque chose à voir avec quoi que ce soit. J'ai commencé à rassembler les morceaux de ce qui avait été un téléphone, laissant lentement s'accumuler tout ce qui s'était passé. Je cherchais la batterie manquante dans le salon,
quand je les remarquai. Là, sur une étagère, une photo encadrée exactement comme celle que j'avais trouvée dans la boîte. À l'exception d'un détail important, j'étais dedans. J'ai laissé tomber les restes de mon téléphone sur le sol et j'ai attrapé le cadre. En tâtonnant pour sortir la photo, je me suis résolu à fracasser le cadre contre l'étagère, le verre s'éparpillant autour de moi. J'ai rapidement récupéré la photo que j'avais prise dans la boîte et les ai étalées sur le comptoir de la cuisine. Elles étaient identiques. Enfin, à part le fait que j'étais sur l'une et pas sur l'autre. Sophie et les enfants avaient exactement les mêmes expressions faciales sur les deux photos, et la position de ses mains était également la même. Soit j'avais été photoshopé sur l'une, soit j'avais été photoshopé sur l'autre. Pour être honnête, je ne savais pas ce que je préférais. Je ne me souvenais pas que la photo avait été prise. Mais là encore, ma mémoire était plutôt défaillante ces derniers temps. Je me suis assis, essayant désespérément de me débarrasser de quelque chose. Un souvenir quelconque. Mais il n'y avait rien. Littéralement rien. Comment se fait-il que j'ai mis autant de temps à m'en apercevoir ? Le cerveau est une chose curieuse, voyez-vous. Il cachera toutes les mauvaises choses si cela signifie qu'il vous protège d'une manière ou d'une autre. Comme s'il y avait un traumatisme qu'il ne veut pas que vous revoyiez, ou un sombre secret qu'il ne veut pas que vous connaissiez. Le plus drôle, c'est que vous ne vous rendez toujours pas compte que vous avez oublié. Vous vous contenterez de rassembler les morceaux de ce que vous avez et de remplir les blancs avec ce qui vous semble logique. Et vous n'en serez pas plus sage. Jusqu'à ce que votre histoire commence à s'effondrer. Plus je réfléchissais à ce qui manquait, plus je me rendais compte que je pouvais me souvenir de n'importe quoi. Je n'avais aucune prise sur la réalité. Que m'était-il arrivé ? Quel genre d'accident avait provoqué cela ? D'après mes médecins, personne ne semblait le savoir. Ils m'ont simplement trouvé inconscient sur le sol, la nuque brisée. Ils supposaient que j'étais tombé de l'échafaudage du chantier que je surveillais, mais comme il n'y avait aucun témoin et que je ne me souvenais de rien, le mystère restait entier. Et qui étaient mes employeurs au juste ? Cette question me hantait. Je n'y avais jamais songé jusqu'à présent, mais je n'arrivais vraiment pas à me souvenir du nom de mon entreprise. Ou qui était mon patron. Avais-je un patron ? Tout ce dont je me souvenais, c'est que cela avait un rapport avec la construction. Je passais beaucoup de temps sur les chantiers et dans les aéroports. Superviser ? C'est le mot que les médecins ont utilisé. L'aube approchait et l'obscurité se retirait lentement, tandis que je me dirigeais vers la porte d'entrée. J'envisageais d'aller voir la police, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait leur dire. Ma femme, l'actrice, et mes enfants, les acteurs, avaient-ils disparu ? Ensuite, j'ai dû expliquer qu'ils n'étaient peut-être pas des acteurs, et que j'avais récemment subi une blessure à la tête et à la nuque, ce qui pouvait signifier que j'imaginais tout cela. Je ne suis pas officier de police, mais je me montrerai rapidement à la porte si c'était à moi de le faire. Non, je n'avais qu'un seul indice tangible. Olivier et Karine, le fameux cabinet d'avocats. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment étrange qui m'avait envahi lorsque cette femme, Julie, m'avait appelé Stéphane au téléphone. Je n'avais pas de voiture, alors je n'avais pas d'autre choix que de marcher jusqu'au centre-ville. Cela me prendrait environ 1 heure, mais au moins j'aurais l'occasion de me vider la tête. La promenade s'est déroulée sans encombre, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais marché en ville auparavant. N'est-ce pas étrange ? J'ai acheté la maison il y a 11 ans, lorsque Sophie était enceinte de Charles, si elle l'était vraiment. Mais je n'ai jamais pu me souvenir d'avoir marché quelque part. Quelle vie gâchée, me disais-je déprimé, alors que je me trouvais enfin devant un bâtiment en briques, anonyme et négligé, où étaient censés se trouver les bureaux de Olivier et Karine. La porte d'entrée tenait à peine sur ses gonds et un étrange bruit de raclement résonnait dans les couloirs vides lorsque je les poussais. Il n'y avait aucun signe de vie, nulle part, et encore moins un semblant de cabinet d'avocat prospère. J'ai erré dans les couloirs mornes du premier étage pendant 10 minutes, jetant un coup d'œil par chaque porte ouverte.
ne trouvant rien d'autre que des bureaux abandonnés depuis longtemps et en décrépitude. Je m'apprêtais à monter les escaliers, plutôt rébarbatif, lorsque j'ai entendu le bruit distinct de l'ascenseur en marche. J'avais ignoré l'ascenseur à cause de l'état dans lequel se trouvait cet endroit. Il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'il pouvait encore fonctionner. Ne sachant pas trop à quoi m'attendre, je me cachai dans le bureau opposé à l'ascenseur, me collant nerveusement au mur. Quel était mon plan exactement ? Sauter pour les effrayer ? Je n'en avais aucune idée. Mais mon esprit insistait pour que nous restions sur place, et mon corps s'y est confusément plié. J'entendis un grand ding lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un bruit strident, puis le bruissement de pieds qui arpentaient le couloir. J'ai deviné qu'il s'agissait d'une femme, et j'ai passé la tête par la porte pour confirmer. Mais la personne en question avait tourné au coin et n'apparaissait plus. Je me précipitai dans l'ascenseur juste avant que les portes ne se referment. En regardant le panneau, je n'avais aucune idée de l'étage à choisir, alors j'ai appuyé sur un bouton à l'aveuglette. J'ai eu une étrange impression de déjà-vu, comme si j'avais déjà été dans cet ascenseur en train de faire exactement la même chose. Mais avant que je puisse explorer cette sensation, l'ascenseur s'est arrêté et les portes se sont ouvertes avec un ding. Je sortis prudemment et me glissai dans un autre couloir vide, jonché de bureaux en décomposition. Mais quelque chose m'a semblé différent. J'avais l'impression d'être déjà venu ici. Dans la pièce blanche. L'image de la pièce clignotait dans mon esprit, et mon corps faisait maintenant ce qu'il voulait. La mémoire musculaire, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'avais l'impression de n'être qu'un simple passager, tandis que mes pieds m'entraînaient dans les couloirs sans fin, tournant à gauche et à droite de façon apparemment aléatoire. Après environ 5 minutes, j'ai repéré la porte au bout du couloir. Elle se détachait comme une plaie béante de son environnement, sa présence rouge malsaine contrastant fortement avec les murs effrités d'un blanc cassé. Je redoutais ce qui m'attendait de l'autre côté, mais c'était plus fort que moi. Je n'avais pratiquement aucun contrôle à ce stade. D'un geste rapide, ma main atteignit la poignée et j'ouvris la porte d'un coup sec. La fameuse pièce blanche. Elle était d'une blancheur aveuglante, comme si les murs réfléchissaient la lumière sur eux-mêmes. Je suppose qu'il s'agissait simplement d'une couche de peinture très blanche, mais cela semblait tellement irréel à ce moment-là que j'avais l'impression d'être dans un rêve. Au milieu de la pièce se trouvaient 3 chaises de bureau plutôt ordinaires, dont une seule était occupée. « Vous !» J'ai à moitié crié à l'homme au sourire effrayant qui me faisait face. Je ne savais pas ce que je dois ressentir. De la colère, de la confusion, de la furiosité. Tout ce que je savais, c'est que cela ne me surprenait pas vraiment. Alors quelle que soit l'émotion qui tentait désespérément de m'envahir, elle le faisait en vain. Au lieu de ça, je me contentais de le fixer, lui et son sourire inutilement désagréable, et je m'assis sur la chaise d'en face. T'es revenu à toi. Je savais que tu finirais par le faire. Je n'ai aucune idée de ce que vous parlez, ai-je dit en serrant les dents. Mais vous feriez mieux d'avoir des réponses. Le vieil homme rejeta la tête en arrière et se mit à rire. Ce n'était pas un rire joyeux, mais plutôt celui qu'on attendrait des cellules cachées d'un asile d'aliénés. Le son m'a fait sursauter, je l'admets, et j'ai mis quelques secondes à retrouver mon calme. Finalement, l'écho de la folie s'est dissipé et nous nous sommes de nouveau assis en silence. Tu n'es donc toujours pas tout à fait là. Murmura le vieil homme effrayant. C'est une honte. Que voulait-il dire par « pas ici » ? J'ai examiné l'homme avec ce qui commençait à ressembler à une intention meurtrière. Il était vieux, c'était clair, complètement chauve, petit, mince. Mais sa présence générale avait quelque chose de vraiment rebutant que je n'arrivais pas à mettre en évidence. Il s'est levé de la chaise, son beau costume bleu était maintenant manifestement trop grand de plusieurs tailles. Sa longue cravate rouge s'est agitée autour de son cou pendant quelques instants, alors qu'il se tournait vers le mur. Nous avons besoin de toi ici.
dit-il vraisemblablement à moi et non au mur. T'as quelque chose que nous désirons. Nous? C'est qui ça, nous? L'homme se tourna à nouveau vers moi, son sourire inquiétant s'élargissant tandis que son regard se dirigeait vers le plafond. Nous sommes tous très reconnaissants pour tout le travail que tu as accompli pour nous. Toutes ces heures, ces jours, ces semaines, ces mois et ces années épuisantes. Mais tout ça n'aura servi à rien si tu ne reviens pas de ta dernière mission. J'ai enfoui ma tête dans mes mains. Cela n'avait aucun sens. Cela ne ressemblait pas du tout à quelque chose qu'un chef de chantier aurait à gérer. Dans quoi diable m'étais-je embarqué? Et pourquoi ne me souvenais-je de rien? Il fallait que ce soit l'accident, ça semblait évident, mais était-ce vraiment un accident? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Le bruit de la porte qui s'ouvre me ramène à la réalité. La voilà. Peut-être qu'elle peut t'aider à revenir parmi nous. Je me suis tourné vers la porte, m'attendant à voir la fameuse Mélanie Rimbaud ou quel que soit son vrai nom. En fait, j'avais hâte de lui parler. Peut-être pourrait-elle me dire pourquoi le nom de Stéphane me semblait si étrangement familier. La femme se trouvait maintenant devant moi, et j'étais sidéré. « Sophie? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Stéphane? demande la femme, dont le visage m'est étrangement familier, mais qui n'est certainement pas ma Sophie, ou Mélanie, ou quel que soit son nom. Je l'ai regardée d'un air confus. Pourquoi l'avais-je instinctivement appelée Sophie alors? C'était comme si une partie de moi la connaissait, et une autre partie ne la reconnaissait pas du tout. Tout cela était très désorientant, et j'ai commencé à enfouir ma tête dans mes mains. « Je crois qu'il revient. Il commence à se souvenir. » dit le vieil homme. Mon esprit s'est rempli d'images, chacune d'entre elles m'étant étrangement intime, mais dont je ne me souvenais pas immédiatement. Certaines étaient horribles, pleines de cris, de sang et de mort, tandis que d'autres étaient ennuyeuses et banales. Je les sentais toutes s'attaquer à mon propre intérieur, comme si elles essayaient de briser mon mur mental. Une douleur lancinante s'étendait de mon front à ma nuque, et j'étais incapable de formuler la moindre pensée compréhensible. Une partie de toi la connaît sous le nom de Julie. Une autre sous celui de Sophie. Murmura le vieil homme à mon oreille. J'ai ouvert les yeux. Certaines choses me revenaient. Pas toutes, et pas dans le bon ordre, mais je me souvenais bien d'elle. C'était ma Sophie, après tout. Je me souvenais de son visage, de son odeur, de son corps, de ses mouvements, de ses rires, de ses ambitions et de ses pensées intérieures. C'est comme si j'avais tout appris d'elle en un instant. L'intensité de ce sentiment m'a submergé, me laissant en proie aux sanglots et au désordre. Le vieil homme dit ensuite « Tu vois maintenant, n'est-ce pas ?» Julie, ou Sophie, ou peu importe, me prit dans ses bras, m'étouffant doucement tandis qu'un tsunami d'émotions et de souvenirs me submergeait. Les barrières de mon esprit se fissuraient alors que la réalité s'infiltrait à travers le patchwork de mes illusions qui ne cessait de s'effondrer. J'étais à la fois l'un et l'autre, et aucun d'entre eux. J'étais deux personnes, mais je ne pouvais pas devenir les deux. Je craignais d'être trop loin, d'être désormais piégé entre les deux, de ne jamais redevenir entier. « Mélanie » murmurai-je à voix basse. « C'est son nom, n'est-ce pas ?» Le vieil homme se pencha pour faire face à l'épave tremblante et nerveuse que j'habitais. « Oui, c'est le nom de ta fausse femme. »« Et Charles, Hélène ?» J'ai continué. « Tous faux. » Répondit rapidement le vieil homme. « Acteur, contrefaçon, faux semblant. Une façade. » Je ne peux pas vous dire si cet aveu n'a fait que me dévaster davantage, ou s'il m'a apporté un semblant de paix, parce que j'étais plutôt dans les vapes à ce moment-là. Honnêtement, je faisais de mon mieux pour ne pas m'effondrer, alors que mon esprit débordait d'informations. « Mais comment ?» Je murmurais, ma voix tremblante à peine audible. « Comment aurais-je pu ?» Voilà la question à $1 million, répondit le vieil homme. Comment, en effet? Il faisait les 100 pas autour de moi. Des petits pas de nain, un sourire effrayant toujours présent sur son visage ridé. Tu sais, on t'appelait le roi des tueurs. Tu étais le meilleur dans ce que tu faisais. Tu l'es toujours, je suppose.
Cela te reviendra. Je me redressai lentement, Sophie me berçant toujours dans ses bras, mes yeux suivant le vieil homme qui continuait à faire les 100 pas. Un nombre incalculable de corps à ton nom. A-t-il poursuivi? Tous pratiquement sans trace. Un véritable artisan. Il s'arrêta soudain, fixant le mur blanc, tapant doucement le talon de sa chaussure sur le sol. Alors, tu as acquis une conscience? Aussi improbable que cela puisse paraître, c'est la seule explication possible, non? Il s'est retourné d'un coup, nous faisant face, à Sophie et à moi. Son sourire avait disparu, et sa nouvelle expression ne me plaisait pas plus que ça. « Explication de quoi ?» demandai-je. Cette question a semblé l'amuser, et il a rejeté la tête en arrière en riant comme un fou. La folie de ce rire m'a causé un certain malaise général, je l'avoue encore aujourd'hui. Au bout d'un moment, il a retrouvé son calme et est resté là, sans ciller, à me fixer directement dans les yeux. « Pourquoi tu as essayé de te tuer ?» a-t-il dit au bout d'un moment. « Pourquoi tu t'es pendu ?» Les mots prononcés ont transpercé mes oreilles et pénétré dans mon cerveau comme une aiguille. C'était comme si ces mots s'étaient manifestés physiquement et avaient déchiré les derniers vestiges de santé mentale qu'il me restait, me laissant nu et vulnérable. Un seul coup aurait suffi désormais à m'éteindre complètement. Je savais au fond de moi que c'était vrai. Je l'ai fait. Je me suis pendu, mais j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à mourir. Le projet Memphis était le dernier. L'aboutissement de décennies de planification méticuleuse, de complots, de meurtres. Sa voix s'interrompit et il s'assit à nouveau sur la chaise. Il ne nous manquait que la dernière pièce du puzzle, mais tu l'as cachée, n'est-ce pas? Il essuya la sueur qui perlait sur son front, sa respiration s'étant nettement ralentie. Il ne voulait pas paraître troublé, mais je pouvais clairement voir qu'il l'était. Je pouvais voir au mouvement rapide de sa jugulaire que son cœur battait la chamade. Comment ai-je pu savoir cela? Comment pouvais-je le voir? Le père de famille, le propriétaire, le mari, l'ami, l'incapable de la banlieue. Quel gâchis, non? Nos acteurs, nos imposteurs, ont soudain changé d'avis lorsqu'ils devaient s'occuper d'un fou furieux tous les jours, et qui pourrait les en blâmer? Nous les avons payés à prix d'or pour qu'ils restent, mais tu ne voulais pas revenir. Nous avons donc dû accélérer les choses. Et voilà où nous en sommes. Je voyais 5 façons différentes de le tuer en quelques secondes, et bien d'autres pour le faire souffrir. Ensuite, Sophie et moi pourrions nous enfuir, peut-être même trouver une vie digne de ce nom, quelque part loin de cette folie. Prétendre que tout cela n'était qu'un film, quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes. Ce serait tellement facile. Mais je n'avais pas anticipé la loyauté de mon nouvel amour pour la compagnie. J'ai soudain senti l'acier froid se poser sur mon cou et j'ai vu mon propre reflet dans la lame aiguisée comme un rasoir. « Sophie ?» ai-je dit, surpris. « Pourquoi ?» Son comportement avait changé. Il n'y avait plus d'amour dans ses yeux, plus de sentiments, plus rien. Juste une détermination à toute épreuve. Et peut-être une petite touche de démence. « Dis-lui Stéphane. » dit-elle, la voix aussi froide que ses yeux. « Crache le morceau. Dis-lui et reprenons les choses comme avant. » Le vieil homme rit à nouveau. Cela semblait être l'un de ses nombreux traits de caractère malsains, rire dans les moments gênants. J'ai levé les mains au-dessus de ma tête, indiquant que je n'étais pas une menace. « Vous avez toujours fait un beau couple. » a-t-il souri. Il n'y a jamais eu de témoin vivant. Il s'est relevé. Son rythme cardiaque se stabilisait lentement. Il soupira profondément en posant une main sur mon épaule, la serrant faiblement. « Dis-moi juste où se trouve la fille. » dit-il. Et tout sera fini. Je n'avais toujours aucune idée de ce dont il parlait. Je n'avais pas vraiment de souvenirs tangibles de moi en tant que Stéphane. Juste des fragments, des bribes. Des notions fugaces d'une vie passée. Une personne piégée quelque part au fond de ma psyché. Même si je le voulais, je ne pouvais pas leur livrer ce qu'ils voulaient. « Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?» j'ai demandé. « Pourquoi est-elle si importante ?» Le vieil homme m'a dévisagé, les yeux écarquillés comme si cette question était un sacrilège. « Elle est tout ?» murmura-t-il d'un air mauvais. « Grâce est la clé de tout. » « Comment exactement ?» j'ai demandé, mes yeux scrutant maintenant chaque petit détail que je pourrais utiliser pour m'échapper. « Comment peut-elle être la clé de tout ?»
Personne ne comprend. dit-il, la voix tremblante. Personne ne comprendra jamais. Ses yeux ne cessaient de se perdre vers le plafond, et son rythme cardiaque s'accélérait à nouveau. Il était évident que qui que soit cette grâce, l'idée même de la voir suffisait à déstabiliser le vieil homme. « Quel est votre nom ?» demandai-je sans embâge, les yeux rivés sur le vieil homme. Je vous demande pardon? Répondit-il, déconcerté, son regard se tournant à nouveau vers moi. « Voyez-vous, je veux juste connaître le nom de la personne que je m'apprête à tuer. » Oh, si j'avais le moindre talent artistique, je passerais encore une vie à essayer de capturer l'expression de son visage. C'était une chose de pure beauté. Ce sourire effrayant se transformant instantanément en une expression de peur à glacer le sang. Mon coude droit s'est heurté avec force au menton de Sophie, dont le joli visage a maintenant besoin de plusieurs points de suture et d'un dentiste digne de ce nom. D'un geste continu, j'ai attrapé l'affreuse cravate rouge qui flottait autour du cou du vieil homme, tirant de toutes mes forces son visage effrayant vers le sol. Il y a eu une élégante explosion de la variété cramoisie, tandis que ma main gauche, qui tenait maintenant la lame aiguisée de Sophie, coupait la veine jugulaire du vieil homme. J'ai regardé avec une certaine joie la mare de sang s'étendre, recouvrant presque entièrement le sol blanc. C'était esthétiquement parfait, a expliqué Stéphane. J'ai ensuite donné plusieurs coups de botte à l'arrière de la tête du vieil homme, observant avec intérêt l'aspect du cerveau lorsqu'il est réduit en bouillie. « Pauvre Sophie !» ai-je dit. « Nous aurions pu y arriver, on aurait vraiment pu !» J'ai laissé Stéphane lui briser la nuque, car je n'étais pas sûr de la motricité générale du mouvement. C'était une expérience auditive assez agréable, mais je sentais que le manque de sang troublait le vieux Stéphane. Elle méritait une mort rapide, pensais-je. Nous l'avons en effet aimée un jour. J'ai trébuché jusqu'à la porte, la frénésie du sang faisant encore passer des quantités significatives de dopamine dans mon cerveau. De mon point de vue, j'avais 2 voies possibles à suivre et je devais choisir. Nous devions choisir. Soit nous suivions le plan original de Stéphane et nous nous en allions, en gardant l'identité et la localisation de Grâce secrète pour toujours. Je me suis dit que le moyen le plus rapide était de sauter du toit si on suivait cette voie. Ou nous pourrions disparaître. Vivre la vie, peut-être. Nous devrions toujours regarder par-dessus nos épaules. Mais au moins nous aurions eu un semblant d'existence normale, ne serait-ce que pour un bref moment. Ce sont mes derniers mots. J'espère qu'ils vous parviendront et que vous trouverez un média approprié pour les publier. Les gens méritent de savoir ce qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ne faites confiance à personne, ni à rien. Pas même à vous-même. Le doute, c'est la persévérance. Et pour être clair, j'ai quitté le bâtiment.